Salut les Européens, bienvenue dans Vox Pop, le magazine pluvieux, polémique et positif. Au sommaire cette semaine, deux sujets qui font débat en Europe. Tout d'abord, l'hypocrisie des États européens en matière de vente d'armes. Les exportations n'ont jamais autant progressé, au mépris total des codes de bonne conduite édictés par l'Union. Notre seconde polémique portera sur l'ouverture à la concurrence des chemins de fer en Europe, obligatoire à partir de décembre 2019. Qu'est-ce qui va changer pour les usagers? Les petites lignes moins rentables risquent-elles d'être sacrifiées? À Rome, nous répondrons à ces questions avec Fabrizio Favara, directeur stratégie de la compagnie nationale ferroviaire italienne. Vous êtes contre la guerre, j'imagine. Bah oui, c'est normal, comme tout le monde. Pourtant, lorsqu'il s'agit de vendre des armes, là, les pays européens répondent présent. D'ailleurs, l'Union est la deuxième derrière les États-Unis. Et dans le rang, la France est en tête. Et nos principaux clients sont l'Arabie Saoudite, le Qatar ou l'Égypte, des pays dont on dénonce régulièrement les violations des droits de l'homme. Alors, pour comprendre les enjeux de ce débat et de cette hypocrisie européenne, c'est l'heure maintenant de la controverse avec Franck Berthaud. Il n'a pas l'air super à l'aise, le prince Charles. Qu'il se rassure, ses pas de danse ont payé. Au lendemain de sa sarabande, le Royaume-Uni signait avec l'Arabie Saoudite la vente de 72 avions de combat. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour vendre des armes? Deuxième plus gros exportateur au monde, l'Union européenne n'a jamais autant expédié d'hélicoptères d'attaque, de bombes ou de missiles. Mais comment peut-on prêcher la paix tout en ravitaillant les guerres? L'Europe doit-elle cesser d'exporter des armes? Évidemment, ça suffit l'hypocrisie, protestent les opinions publiques. Stop à la vente d'armes! Stop à la vente d'armes! Stop à la guerre! Elles sèment la mort, ces artilleries, que vous, les États, écoulez auprès de n'importe qui, se scandalisent les anti-armements. Cela vous est égal qu'avec vos bombes, l'Arabie Saoudite tue des civils au Yémen? Alors que le prince héritier enchaîne les meurtres, le Royaume-Uni compte l'argent qu'il se fait en signant avec lui des contrats d'armement. Amnesty International a même, en mars 2018, épinglé la France pour ce commerce. Pourtant, depuis 2008, il existe bien une position commune adoptée par l'Union, dotée de 8 critères, dont celui-ci. Interdit de marchander avec les offenseurs des droits de l'homme comme l'Égypte ou le Qatar. Alors, tonnent les anti-exportations, qu'est-ce qu'on attend pour punir ces inconscients? S'il existe des sanctions pour la surproduction laitière, par exemple, c'est une obscénité qu'il n'en existe pas pour ceux qui vendent des armes en dehors de ces 8 critères. Heureusement, se consolent les activistes. Plusieurs pays, comme la Suède et les Pays-Bas, se mettent à voter des lois pour interdire la vente d'armes à des pays en guerre. Vous êtes bien crédules, raillent les États marchands. Elles ne changeront rien, ces lois. Le matériel militaire, c'est une poule aux œufs d'or. 191 milliards d'euros de commandes potentielles en Europe, rien qu'en 2016. Vous imaginez, se délectent les gouvernements, l'équivalent du PIB d'un pays comme la Finlande. Toute cette activité, ça crée des emplois. En France, le ministre de la Défense s'en félicite. En 2016, nous avons atteint un nouveau sommet avec plus de 20 milliards d'euros de prise de commande. Et cette équipe, notre équipe, votre équipe, a créé du coup des dizaines de milliers d'emplois en France. Et puis, mieux vaut que ce soit nous, États européens, qui exportions des armes plutôt que les Russes ou les Chinois. Notre matériel est bien plus safe que le leur. Alors, certes, parfois, on retrouve certains de nos engins dans les décombres d'une école ou d'un hôpital. Mais au moins, c'est de la qualité. Made in Union Européenne. Ou plutôt, made in cynisme. En tout cas, c'est confirmé, Françoise Giroud visait juste quand elle disait « Les raisons du commerce sont toujours les plus fortes ».
Dans ce débat, certains pays ont vraiment du mal à assumer le fait qu'ils fabriquent et qu'ils vendent des armes. C'est une enquête signée Agnès Hupschmann. Sardaigne. À côté du petit village de Domus Novas, une usine d'armement est au cœur d'un scandale qui secoue à la fois l'Italie et l'Allemagne. Les bombes fabriquées ici par RWM Italia ont été exportées vers l'Arabie Saoudite et utilisées pour bombarder des civils au Yémen à l'automne 2016, causant la mort de plusieurs enfants. Les militants pacifistes et anti-armement italiens réclament à grands cris la fermeture de cette usine d'armes d'origine allemande et sa reconversion vers une activité moins mortuaire. Les industries allemandes qui produisent les bombes et tuent des enfants, nous ne voulons pas les avoir sur notre conscience. La présence de cette usine ici signifie que nous collaborons à la construction de la guerre. Même si on ne fabrique pas les bombes de manière matérielle, nous sommes responsables de cet artifice. C'est comme si je les fabriquais moi-même d'une certaine façon. En réalité, l'usine RWM Italia est une filiale de Rheinmetall, le plus grand fabricant d'armes allemand. Des bombes allemandes, mais fabriquées et exportées par des Italiens directement vers l'Arabie Saoudite. Est-ce bien légal ? Il existe en Italie, comme en Allemagne, des réglementations censées interdire l'exportation d'armes vers les pays en guerre. Alors, ces usines délocalisées seraient-elles un moyen pour contourner les législations ? Pour fabriquer et exporter loin des yeux et loin des contestations de l'opinion publique. L'homme qui a révélé ce scandale en Italie, c'est lui, Mauro Pili, un ancien député sarde du centre droit qui se bat depuis plusieurs années contre l'usine d'armement RWM de Sardaigne. Ici, c'est le port de Cagliari. C'est de là que partent tous les transports de bombes depuis la Sardaigne ces derniers temps. J'ai montré tout cela point par point. Je les ai encore dans mon téléphone. Une centaine de minutes où l'on voit les bombes être chargées en direction de l'Arabie Saoudite. Ici, on peut voir les containers placés à bord du bateau. Ce sont des opérations qui ont duré plusieurs heures. Dès novembre 2015, Mauro Pili a filmé les toutes premières preuves des livraisons d'armes vers l'Arabie Saoudite. Des bombes chargées directement sur le tarmac de l'aéroport de Cagliari, dans des avions à destination de Riyad, et dont les numéros de fabrication retrouvés dans les bombardements au Yémen ne font aucun doute. Mon devoir aujourd'hui est de rendre toujours possible la dénonciation de ce trafic. Car ce qui dérange le plus ces messieurs, c'est la communication. Ils voudraient que tout cela reste caché. Si ces livraisons d'armes vers l'Arabie Saoudite essaient de rester discrètes, c'est que l'Italie fait partie des quelques rares pays d'Europe à avoir voté une loi, la loi 185, très stricte sur les exportations d'armements. La loi dit qu'on ne peut pas exporter des armes vers des pays en cas de conflit armé, des pays qui violent les droits de l'homme ou des pays qui dépensent plus pour le militaire que pour le social. L'association de Francesco Vignarca, le réseau italien pour le désarmement, a donc déposé plainte devant les tribunaux pour contester la légalité même de ces exportations vers l'Arabie Saoudite en pleine guerre contre le Yémen. Une accusation indirecte contre le gouvernement italien, responsable d'avoir accordé à RWM Italia les fameuses licences d'exportation. Mais depuis le début de la polémique, la ministre de la Défense italienne, Roberta Pinotti, botte en touche. Je vous rappelle que ces bombes ne sont pas à proprement parler italiennes. Il s'agit d'un contrat passé entre une entreprise américaine et son sous-traitant allemand Rheinmetall, qui possède 2 entreprises en Italie.
Il est intéressant de voir comment, au départ, le gouvernement a essayé de minimiser le problème en disant que ce n'était pas une autorisation italienne, que c'était un contrat américain ou allemand, en sous-entendant que ce n'était pas leur responsabilité. C'est faux. Les contrats sont eux-mêmes conclus par la RWM Italia, certes contrôlée par Rheinmetall, mais ça reste une entreprise italienne. Le gouvernement italien profite du flou qui entoure le statut de l'usine RWM. Une entreprise sarde, mais qui appartient à un grand groupe allemand, est-elle assujettie à la fameuse loi 185 sur les exportations? En attendant que la justice italienne tranche, tous les regards se tournent du côté de l'Allemagne. Et plus précisément, du côté du leader de l'industrie de l'armement allemand, Rheinmetall. Une entreprise qui a généré plus de 5 milliards de chiffre d'affaires en 2016. Dans un pays où le mouvement anti-armement est très actif, Rheinmetall a trouvé le moyen d'éviter les scandales. Sa méthode, l'internationalisation. Faire construire des usines loin, hors de l'Allemagne, délocaliser pour exporter plus facilement vers des pays compromettants. RWM Italia est un bon exemple d'internationalisation. Rheinmetall a acheté cette entreprise il y a 8 ans et depuis, elle a obtenu des contrats de livraison vers l'Arabie Saoudite pour environ un demi-milliard d'euros. Ils savent très bien qu'en Sardaigne, ils n'ont pas d'argent et que le gouvernement italien va accepter. Une stratégie assumée par la compagnie d'armement qui affiche plus d'une douzaine de filiales aux 4 coins du monde, d'où elle peut choisir d'exporter en fonction des réglementations locales les plus avantageuses. Le gouvernement allemand ne s'est pas exprimé à ce sujet devant les médias jusqu'à présent, se dégageant de toute responsabilité, comme l'explique ce militant anti-armement. L'Allemagne et l'Italie ont joué au ping-pong. L'Allemagne dit « Ce n'est pas notre affaire, c'est une usine qui produit en Italie ». Et l'Italie dit « Non, l'Italie n'a rien à voir avec ça. Ce sont des bombes allemandes qui sont exportées vers l'Arabie Saoudite. » De son côté, la Fédération allemande de l'industrie de la défense et de la sécurité surfe sur la langue de bois. Dans la loi de contrôle des armes de guerre applicable en Allemagne, il est écrit qu'aucune exportation n'est possible si l'arme peut être utilisée pour des actions qui troublent la paix. Donc, je suis sûr que du point de vue éthique, nous sommes du bon côté. L'éthique des ventes d'armes. Le sujet est de plus en plus sensible auprès de l'opinion publique allemande, à tel point que le 20 janvier dernier, le gouvernement a pris une décision retentissante. Arrêter les exportations d'armes vers les pays impliqués dans la guerre du Yémen. Mais en réalité, cette décision implique peu de changements. Seules les nouvelles demandes d'autorisation d'exportation, à partir de l'Allemagne, sont concernées. Les détenteurs d'anciennes licences, signées avant janvier 2018, peuvent continuer à exporter leurs bombes tranquillement. Les Allemands se donnent toujours l'image d'agir complètement différemment des Français ou des Anglais. Cela fait des années qu'on dit, et moi j'ai grandi dans cette idée, nulle part au monde on ne contrôle aussi bien les exportations d'armes qu'en Allemagne. Mais c'est n'importe quoi. En Allemagne, la moindre baraque à frites est mieux contrôlée que les exportations d'armes. La raison pour laquelle l'Allemagne est le 4e plus grand exportateur d'armes au monde, c'est qu'il n'y a pas tant de restrictions que ça. Le groupe Rheinmetall l'a bien compris, et il va encore plus loin pour armer les régions en crise, sans aucune restriction. Aujourd'hui, en passant par sa joint venture sud-africaine, la compagnie ne vend pas seulement des armes. Elle peut désormais vendre des usines complètes. Rheinmetall a ainsi exporté en 2016 une usine d'armes directement sur le territoire de l'un de ses meilleurs clients, en Arabie Saoudite, pour un service encore plus rentable, au plus près du consommateur, et encore plus loin de tout contrôle, au nez et à la barbe de l'Europe. Place maintenant à notre seconde polémique. À partir de décembre 2019,
tous les chemins de fer européens seront ouverts à la concurrence. Cette libéralisation du transport des personnes, certains pays l'ont anticipée, comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne ou l'Italie où nous sommes. D'autres pays, comme la France, y vont plutôt en traînant les pieds. Mais qu'est-ce que ça va changer pour nous, les usagers européens? Va-t-on privilégier les TGV au détriment des petites lignes, qui elles sont moins rentables? J'ai rendez-vous ici à Rome avec Fabrizio Favara, le directeur de la stratégie de l'entreprise publique italienne Ferrovie dello Stato. Cette libéralisation qu'il est chargé de mettre en place, il y voit beaucoup d'avantages. Fabrizio Favara, bonjour. Bonjour. Votre pays, l'Italie, s'est ouvert à la concurrence avant les autres. Il y a eu d'abord l'Allemagne, la Suède et la Grande-Bretagne et l'Italie. Pourquoi vous vous êtes ouvert à la concurrence, vous, avant, par exemple, la France? L'Italie est ouverte à la concurrence depuis 2012, en particulier pour les services à grande vitesse. Quels sont les principaux avantages? Clairement, une forte impulsion sur la quantité de services, sur la qualité des services et aussi sur la dynamique des prix. Vous avez été obligé de baisser vos prix, en fait, à cause de cette concurrence? Le levier du prix, c'est l'une des clés de la dynamique liée à la concurrence. Les deux grands acteurs ferroviaires, voulant gagner le plus de clients possible, cela a en effet entraîné une baisse des tarifs de 40%. Malgré la concurrence, vous faites plus de bénéfices qu'avant. Depuis 7 ans, vous êtes bénéficiaire depuis 7 ans. Comment ça se fait, à votre avis? Les deux principales compagnies ferroviaires ont atteint des niveaux de rentabilité importants grâce aussi à de gros investissements sur la quantité et sur la qualité de service. C'est l'avantage de la concurrence. Donc vous défendez la concurrence, vous trouvez ça très bien, c'est une bonne affaire, vous pensez, vous, pour le train? Absolument, oui. Alors, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. On est allé voir des usagers d'une petite ligne entre Rome ici et le Lido. C'est une ligne que vous n'exploitez pas, mais c'est une petite ligne. Et beaucoup de petites lignes ont ces problèmes. On a parlé beaucoup des lignes à grande vitesse, où vous dites que c'est mieux, mais sur les petites lignes, visiblement, c'est moins bien. On se retrouve tout de suite après. C'est une des plus vieilles lignes ferroviaires d'Italie, ouverte en 1920 et qui relie Rome à la mer Méditerranée. Mais aujourd'hui, les infrastructures sont en très mauvais état et des pannes de plus en plus fréquentes exaspèrent les 60 000 usagers quotidiens de la ligne. Bonjour. Bonjour. Maurizio, pourquoi on est venu ici, à cette gare d'Acilia? C'est une zone très peuplée ici. Pendant les heures de pointe, il y a environ 1000 personnes qui attendent le train. Et quand le train est en panne, tout se bloque, c'est encore pire. Alors les gens se mettent à hurler. Souvent, il est arrivé qu'ils agressent les conducteurs, qu'ils les accusent, alors que bien sûr, ce n'était pas de leur faute. La situation est donc très délicate. Ce jour-là, le train que nous avons emprunté était plutôt en très bon état. Mais Maurizio veut nous montrer la honte de cette ligne, le chantier de la gare de Torre del Valle. Il y a un chantier actuellement, donc ils vont rénover. Non, ça vous fait rire. C'est un projet de reconstruction, de modernisation de la gare. Les travaux ont commencé il y a 4 ans. Et cela fait 1 an qu'ils se sont arrêtés parce que l'entreprise en charge n'a pas été payée. Et les travaux ont donc été interrompus. Vous êtes content du fonctionnement de cette ligne ? Grâce à Dieu, je ne prends presque jamais les transports publics. En tout cas, aujourd'hui, ils ne fonctionnent pas. Pas comme ils le devraient, à mon avis. Bon, non, ça ne marche pas du tout. Pas comme dans un pays civilisé où les gens payent des impôts. Au-delà de la ligne Roma-Lido, gérée par la région du Lazio et la ville de Rome, la situation des petites lignes en général est dramatique pour ce représentant de Legambiente, l'association environnementale la plus importante et la plus respectée d'Italie. À qui est la faute de cet abandon des petites lignes ? Bien sûr, c'est la faute des politiques. Malheureusement, le marché de la gestion des petites lignes territoriales est resté dans le domaine public. C'est une absurdité en 2018, surtout quand on sait que le public n'arrive plus à garantir les services minimums.
Alors que sur les lignes nationales, il y a une vraie concurrence. Plusieurs entreprises se sont attelées à l'amélioration de la qualité du service en abaissant les coûts, comme le veut la concurrence. Donc vous pensez que la concurrence est bénéfique pour les trains, en fait, en Italie? Je pense sincèrement que la concurrence ouverte aux entreprises privées est une bonne chose pour le transport public, sur les grandes lignes, mais aussi sur les petites distances. C'est étonnant comment ce militant écolo, plutôt de gauche, nous explique qu'il n'a plus aucune confiance dans la gestion publique du transport ferroviaire de son pays. Et que pour lui, à cause notamment de la corruption qui touche la classe politique, la seule solution, c'est la concurrence et le privé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les Italiens n'aient plus confiance dans une entreprise de service public? Le transport ferroviaire de banlieue et le transport régional comptent plus de 5,5 millions de passagers quotidiens. Trenitalia gère 1,7 voire 1,9 million de passagers. Donc il y a déjà une multiplicité d'acteurs sur ce marché du transport régional. Et nous devons toujours continuer à améliorer la qualité de service, surtout avec des investissements importants en matériel roulant. Mais je veux rappeler que la qualité du transport régional est surtout déterminée par le montant des ressources publiques mises à notre disposition. Dans les 10 lignes régionales les pires qui sont dénoncées par cette ONG Legabiante, 5 d'entre elles sont gérées par vous. Donc vous n'avez pas investi, donc vous ne faites pas suffisamment d'efforts sur ces petites lignes-là qui sont moins rentables. Dans ce domaine, l'engagement de Ferrovie dello Stato représente un investissement important qui dépasse même les 4,5 milliards dans son ensemble. Mais la clé déterminante n'est pas la concurrence ni l'ouverture au marché, mais la possibilité d'avoir des contrats de services longs qui permettent alors à la société de réaliser des investissements. Est-ce que vous avez négligé ces petites lignes, est-ce que vous acceptez de le dire, au profit des grandes lignes ? Non, la société n'a pas négligé les services régionaux ou locaux en préférant ou en donnant la priorité à des services longue distance. Dans le large portefeuille de business de Ferrovie dello Stato, les deux services ont dégagé des marges importantes et positives. D'accord, ok. Sur la sécurité, par exemple, vous avez des problèmes sur la sécurité. Un de vos anciens PDG de la société de ferroviaire italienne, la société nationale, a été condamné à 7 ans de prison à cause d'un accident de train en 2009 pour négligence. Non, pardon, non, pas cette question. Ça n'a absolument rien à voir avec le sujet. Je ne peux pas en parler. Comme vous voulez, monsieur. Alors, on va se retrouver tout de suite, mais on va aller voir nos correspondants. Comme l'Italie, d'autres pays ont ouvert à la concurrence avant la date fatidique. On va aller maintenant en Allemagne et on va aller en Grande-Bretagne. Perçu comme le bon élève de la libéralisation du rail européen, l'Allemagne a vu 25% de son trafic ferroviaire confié à une myriade d'entreprises privées. Les lignes régionales sont gérées par les nouveaux venus et les firmes étrangères. La Deutsche Bahn, l'opérateur historique, gère les lignes à grande vitesse. Une réussite pour la Deutsche Bahn qui, 25 ans après l'ouverture à la concurrence, affiche un bénéfice de plus de 700 millions d'euros. Elle assure plus de 21 000 trains par jour pour 7 millions de passagers quotidiens. Mais des voix s'élèvent contre ce quasi-monopole. Les concurrents de la Deutsche Bahn dénoncent le coût d'accès prohibitif pour faire rouler des trains sur les lignes à grande vitesse allemande. C'est en effet une société parente, DB Netz, qui décide des redevances que doivent payer les opérateurs pour faire rouler leurs trains. Une façon de faire le tri entre les offres et de fausser le jeu de la concurrence ? La Commission européenne a attaqué devant la Cour de justice européenne la Deutsche Bahn pour abus de position dominante. Sans effet pour l'heure.
Un quart de siècle après la privatisation du rail britannique, la fréquentation des trains augmente régulièrement, les accidents se raréfient et 25 entreprises privées se disputent le marché. Le gouvernement s'enorgueillit même d'un taux de satisfaction des usagers de 81%. Mais la libéralisation a coûté cher, tant aux usagers qui consacrent presque 15% de leurs revenus au paiement de leur transport ferroviaire qu'au budget de l'État. Pour maintenir des lignes et entretenir les voies, les entreprises privées ont tout simplement été subventionnées à hauteur de 4 milliards de livres en 2015-2016. Une hausse de la dépense publique qui, combinée à des rames bondées et à des tickets onéreux, pousse 8 Anglais sur 10 à réclamer une renationalisation des chemins de fer britanniques. Une opération en fait déjà amorcée. Network Rail, l'entreprise en charge de la maintenance et de la gestion du réseau, est à nouveau considérée comme une entreprise publique depuis 2014. Il n'y a pas qu'en Grande-Bretagne, en Suède aussi, je crois que c'est à 70%, les Suédois espèrent une renationalisation ou un retour au monopole. On ne peut pas passer en peu de temps d'un scénario de monopole total à un scénario de totale ouverture du marché. La concurrence doit être régulée par les autorités. Et puis, il n'existe pas que les expériences anglaises et suédoises. Il existe aussi l'expérience allemande, avec une importante dynamique d'appel d'offres sur les trajets régionaux. En décembre 2019, vous allez pouvoir vous implanter sur le territoire européen. Vous exploitez déjà une ligne Paris-Venise. Vous espérez vous implanter où, par exemple? Je ne suis évidemment pas en mesure de dire aujourd'hui quelles seront les lignes sur lesquelles nous nous concentrerons, parce qu'elles font l'objet de confidentialité. Ce sont des lignes du marché français, du marché allemand, mais aussi des lignes, internationales, transfrontalières, entre la Belgique, la France et l'Allemagne. Il y a un rapport français qui dit que la SNCF est plus chère que les autres opérateurs européens d'à peu près 30%. Vous êtes moins cher en exploitation, vous, que la SNCF? Vous le savez, ça? On a déjà une expérience de la concurrence et ça nous a forcés à travailler sur l'efficacité et la productivité pour que notre coût horaire soit plus compétitif et qu'il soit dès aujourd'hui plus compétitif que celui de la SNCF. D'accord. Vous voulez vous implanter également en Allemagne, j'imagine? Oui, mais nous avons déjà des activités en Allemagne, avec la société ferroviaire Netinera qui fait plus de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc nous souhaitons développer encore davantage nos activités là-bas. Il paraît que le prix que fait payer la Deutsche Bahn allemande, le prix du rail, est très élevé et qu'il est même protectionniste pour le rail allemand. Les coûts élevés des péages peuvent représenter un obstacle à l'entrée, c'est sûr. Mais cela dépend toujours du niveau de rentabilité d'ensemble du service et donc du revenu des billets. Si les billets vendus sont en mesure aussi de financer les coûts de péage élevés, moi je ne vois pas d'obstacle en termes de compétition, même sur le marché ferroviaire allemand. Bon, je vois que vous êtes confiant, optimiste. Je vous remercie. Grazie mille. Merci. Donc vous voyez, à la Compagnie nationale ferroviaire italienne, on est fier de son train et on est prêt à envahir le marché européen. Vox Pop, c'est terminé à la télévision, mais ça continue sur Internet. Je vous embrasse, chères Européennes et chers Européens, et ce soir, j'embrasse particulièrement les cheminots et tous les amoureux du train. À bientôt, tchuss.